Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Télésud pour ce nouvel entretien du jour, un entretien du jour consacré à André-Franck Aoyo. Bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes le délégué général d'Urgence Identité Afrique, qui est une organisation qui a pour objectif de donner une chance à tous de devenir citoyens en possédant une identité. Précisons que le problème n'est pas un problème spécifique à l'Afrique, mais que le continent représente un tiers de ces cas. En préparant l'émission, j'ai été effaré et impressionné de l'ampleur du problème. Comment se fait-il qu'on n'en entend pas plus parler? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire être sans identité? Alors, effectivement, Laurent, aujourd'hui sur le continent africain, et notamment dans la partie subsaharienne du continent africain, sur les 48 pays qui composent cette partie, il y a l'UNICEF estime qu'il y a plus de 95 millions d'enfants de 0 à 5 ans qui sont dans cette situation, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas été déclarés à la naissance. Oui, par parce que ne pas avoir une identité, on a un père, une mère, un prénom, oui, bien sûr, on dit voilà. Mais qu'est-ce que légalement, voilà. enfin sur un plan administratif, ça veut dire quoi ne pas avoir d'identité? Alors, ne pas avoir d'identité, c'est le fait que à la naissance, vos parents ne vous ont pas déclaré à l'état civil. L'état civil, c'est cette structure administrative qui doit recevoir votre déclaration de naissance. Et cette déclaration de naissance, c'est ça qui vous procure votre premier droit. C'est le premier droit de l'homme. Et d'avoir une nationalité? D'avoir, bien sûr. Et la conséquence, c'est aussi d'avoir une nationalité. D'avoir d'abord un nom, d'être né à un tel endroit, d'avoir d'être né un jour bien déterminé, d'avoir des parents, père, mère ou un seul parent, si d'aventure c'est uniquement votre mère ou votre père. C'est le point de départ de la vie de chacun. Et c'est ça qui vous octroie la citoyenneté. Et si vous n'êtes pas citoyen, bien sûr, par ricochet, vous n'avez pas de nationalité. Donc vous pouvez être considéré comme un apatride dans votre propre pays qui vous a fait naître. Donc c'est le point de départ de tout. Et aujourd'hui, malheureusement, 5 millions d'enfants sont dans cette situation sur le continent africain. Et comme vous l'avez rappelé, l'Afrique n'est pas l'apanage du défaut d'identité. Il y a aussi l'Asie, et notamment l'Asie du Sud-Est. Mais dans certaines contrées en Asie du Nord, on a fait des efforts, notamment en Inde. En Inde, il y a eu le fameux programme Aadhaar qui a permis d'identifier plus du milliard d'Indiens qui vivent sur son territoire et au-delà, et de tous les résidents indiens. Et c'est ce programme-là que la Banque mondiale et d'autres institutions sont en train de vouloir mettre en place sur le continent africain. Pour l'instant, les résultats se font attendre. On est à 8 ans de la fin de l'ODD 16-9 qui est consacré à ce sujet, où les Nations Unies ont demandé à tous les États de faire en sorte que tous les citoyens sur cette terre, les 7 milliards 9 que nous sommes, nous ayons tous une identité juridique, que nous soyons tous déclarés à la naissance, bien sûr pour jouir de nos droits, jouir de nos libertés fondamentales, et la date butoir, c'est 2030. Or, nous sommes loin du compte sur le continent africain. Alors là, vous quantifiez le nombre d'enfants en disant de 0 à 5 ans. Oui, tout à fait. J'imagine qu'un enfant entre 0 et 5 ans, qu'il ait une identité ou pas d'identité, pour lui, c'est pas significatif. Ce qui est important pour lui, d'avoir des parents, une vie plus ou moins équilibrée, en pouvant manger, en ayant un toit. Alors, quelles sont les véritables conséquences pour les gens qui n'ont pas d'identité au quotidien? Alors, au quotidien... Après 5 ans. Bien sûr. Alors, après 5 ans, 5 ans, c'est l'âge où l'enfant va à l'école, accède à l'éducation et rentre en école primaire. Et dans la plupart des cas, même si auparavant il peut rentrer dans la crèche à 3 ans, 2 ans, selon les pays, mais à 5 ans, 6 ans, c'est là où l'enfant est admis à l'école. Et donc est confronté aux infrastructures d'État. Voilà, oui, bien sûr. Et là, aujourd'hui, vous savez, dans les années 70-80, l'UNESCO a lancé un vaste programme en Afrique qui s'appelle l'École pour tous. Et on a demandé aux maîtres d'école, aux directeurs d'école, de ne pas créer des obstacles pour l'intégration des enfants dans ces écoles-là. Donc, de ne pas leur demander à l'entrée de justifier de leur identité, de produire leur acte de naissance. Ce qui fait qu'il y a des milliers d'enfants qui sont rentrés à l'école, qui aujourd'hui encore rentrent à l'école sans acte de naissance, sans prouver leur identité. Et la conséquence pour eux, c'est qu'arriver en classe de CM2, lorsqu'ils doivent passer, et notamment dans les pays africains francophones, l'examen d'entrée en 6e pour passer du primaire au secondaire, c'est le premier examen national. Et s'ils n'ont pas eu, ils ne possèdent pas leur identité, eh bien, ils ne peuvent pas passer cet examen. Au mieux, ils redoublent la classe de CM2.
Au pire, ils sont chassés du système scolaire à ce moment-là. Et donc, une quantité d'enfants sortent du système scolaire au moment de ce passage du primaire au secondaire. Deuxième chose, Non mais c'est attendez, également... parce que ils deviennent quoi? Alors, On en fait quoi? ben, c'est ceux que vous voyez au bord des trottoirs, qui alimentent le secteur informel, qui sont pris dans tout, qui sont embrigadés par toutes les formes d'exploitation humaine, adoption illégale, prostitution infantile, Enfants soldats, mariage précoce ou forcé, esclavage. Et esclavage, tout simplement. Voilà. Et donc, du coup, ce sont ceux qui n'ont pas le choix de leur destin, ces enfants-là. C'est les innocents, c'est l'être le plus faible, plus fragile. Et malheureusement, ils sont pris en étau. Et là, ce qui est important, c'est que la réalisation des droits de l'enfant, elle est tributaire de nous, les parents. Elle est tributaire des parents, elle est tributaire également des autorités administratives qui, j'allais dire, ne mettent pas toutes les conditions en place pour permettre des fois aux parents d'aller faire cette déclaration de naissance. Donc voilà, alors bien sûr, les autres conséquences aussi que nous avons, c'est aussi le fait que les parents ne peuvent pas bénéficier d'allocations familiales ou de filets sociaux lorsque c'est mis en place, parce que ça, pas d'identité. On ne peut pas identifier l'enfant, donc du coup, les parents ne peuvent pas bénéficier de ces filets sociaux. Mais aussi, c'est l'accès aussi à la vaccination. Vous savez que pour faire des vaccinations, il faut connaître l'âge de l'enfant. Il y a des vaccinations qui sont faites à date. Si vous ne connaissez pas l'âge de l'enfant, comment vous voulez-vous lui administrer une vaccination quand il doit la faire à 6 ans, 5 ans ou bien avant? Enfin, en vous écoutant, je me rends compte, et je reviens sur ma première question, pourquoi on n'en parle pas plus? Parce que là, ce problème est au centre de tous les autres problèmes. Vous parlez de vaccination, c'est-à-dire que si on règle ce problème par effet de ruissellement, c'est un grand mot à la mode en ce moment, on règle d'autres problèmes. Si on ne les règle pas, en tout cas, on les aborde et on y réfléchit pour pouvoir potentiellement trouver des solutions. Est-ce que c'est... Parce qu'en 2022, comment c'est encore possible? Alors, je vois ça du prisme européen, où on en parlait juste avant, on m'avait dit qu'en Europe, en Occident, aux États-Unis, c'est à la marge, mais ça n'existe pas. C'est assez effrayant. Comment se fait-il que ça puisse encore exister maintenant, en 2022? Alors, oui, quelle est la plus grosse difficulté? Quel est le mur infranchissable? Alors, je ne dirais pas qu'il y a un mur infranchissable. Je pense que toutes les difficultés sont surmontables. Dans le cas qui nous concerne, le cas d'espèces, notamment sur les pays africains, il y a une multitude de causes sur lesquelles on n'a pas, les États ne se sont pas penchés, se sont pas penchés à bras le corps. C'est d'abord la volonté politique. C'est l'État qui doit organiser l'enregistrement des naissances. C'est une fonction régalienne. Une structure privée ne peut pas se substituer à l'État pour le faire. Donc déjà, on est tributaire de la bonne volonté politique de l'État. Deuxième chose, chaque fois que l'État africain a voulu aborder ces questions d'identité, elle a pris sous le prisme des élections électorales. C'est-à-dire, c'est à la faveur des élections, en voulant constituer les listes électorales, en voulant faire des recensements des populations, qu'elle s'est intéressée à la marge à cette question d'identité. Parce que pour avoir une carte électorale en Afrique, normalement, vous devez avoir au préalable, vous êtes identifié, avoir un acte de naissance ou une carte d'identité, comme partout. Oui. Or, dans certains pays africains, notamment, vous prenez la RDC, ce problème s'est posé à telle enseigne qu'aujourd'hui, la carte, ce qui sert de carte d'identité pour la plupart des citoyens en RDC, c'est leur carte d'électeur des dernières élections. Parce qu'on n'a pas fait ce travail au préalable. Et aussi, bien sûr, il y a le poids des traditions, il y a le défaut de sensibilisation de certaines populations qui sont un peu réfractaires, bien sûr, toutes les raisons économiques. C'est aussi l'extrême pauvreté. Parce que dans certains pays africains, pour se faire déclarer son enfant à la naissance, il y a certaines conditions. D'abord, souvent la déclaration est gratuite. Le fait d'aller déclarer son enfant, elle est gratuite. Mais l'obtention de l'acte de naissance, il est payant. Et pour certaines familles, c'est un coût économique. Avec des familles qui vivent avec moins de $1,90 par mois, c'est énorme le coût de pouvoir. Et sans compter que entre le lieu où a accouché la mère, ou le lieu, donc que ce soit ou à domicile, voilà un autre problème, ou dans un centre de santé et le centre d'état civil, il y a un éloignement. Donc il faut intégrer en plus à ce coût le coût du transport. Donc ça aussi, c'est des freins justement à la déclaration des naissances. Qu'est-ce que cela dit de l'Afrique, ce problème des enfants fantômes, selon vous? Alors, cela dit de l'Afrique qu'on ne prend pas les problèmes au bon endroit.
On a toujours mis un peu la charrue avant les bœufs sur le continent africain et on continue ainsi. On ne peut pas le faire. Un pays qui ne connaît pas avec précision le nombre de sa population et ceux qui y habitent, c'est un pays qui va vers la déstabilisation sur le long terme. Peut-être à court terme, il va résoudre certains problèmes. Mais ne pas connaître sa population, d'abord, c'est ne pas stabiliser les territoires. Donc ça. Deuxième problème également, c'est ne pas accorder de la dignité à la personne humaine. Et ça, c'est fondamental. Ça va rejaillir d'une manière où ça va vous revenir en plein boomerang à la figure. Et ça, c'est inconsolable. Et puis, c'est aussi toutes les politiques publiques qui sont mises en place sur le continent africain. Elles ne sont pas basées sur des chiffres réels. Tous les chiffres des statistiques africaines sont erronés. Donc toutes les actions menées sont forcément bancales, quoi. Elles n'aboutissent pas à l'objectif et après, c'est le serpent qui se mord la queue. Qui se mord la queue. Voilà, tout à fait. C'est exactement ça, Laurent. Et justement, je crois qu'il faut encourager les États. C'est pas les déclarations d'intention, ce n'est pas toutes les lois, toutes les conventions internationales auxquelles ont adhéré les États qui vont changer les choses. D'abord, même en revenant sur les lois, les conventions auxquelles ont adhéré les États, il y a la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Tous les États africains l'ont signée. Oui, les intentions et les bonnes intentions sont là. Oui. Mais la transposition des conventions internationales dans le droit interne des États n'a pas été faite dans la plupart des États. Ce qui fait que dans certains pays africains, la mère ne peut pas aller déclarer son enfant. On est encore au XXIe siècle où dans certains pays africains, la mère ne peut pas aller déclarer son enfant. Il n'y a que le père. Imaginez que la mère soit seule pour une X raison, divorce, séparation, ou que le père soit parti candidat à l'immigration. La mère se retrouve avec son enfant, elle ne peut pas aller déclarer son enfant. André Franck, aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Je crois que c'est une date importante pour Urgence Identité Afrique. Oui. Un mot peut-être ? Oui, je crois que c'est... Alors il y a le mouvement ID for Africa qui a été mis en place par le groupe de la Banque mondiale et qui est présidé par le professeur Joseph Attic, qui a mis en place ce mouvement il y a 5 ans de cela pour justement entraîner les États pour travailler sur cette question d'identité et en essayant de prendre en compte la digitalisation ou la numérisation de la société dans laquelle on se trouve en ce moment. Et qui a lancé ce mouvement et qui souhaite que le 16 septembre soit reconnu comme une date, comme la date reconnue par les Nations Unies pour la journée internationale de l'identité. Bien sûr, elle fait, vous avez vu le jeu de mots, en 16 septembre et l'ODD 16-9 qui est l'ODD consacré à l'enregistrement des naissances. Voilà, c'est pour que justement on soit marqué d'une pierre blanche et que tous les États se souviennent qu'ils ont des obligations par rapport à la résolution de ce fléau. Une dernière question, vous êtes optimiste pour l'avenir ? Oui, bien sûr. J'ai toujours été optimiste dans tous les combats que j'ai menés. Pour ceux qui me connaissent, j'ai beaucoup travaillé sur l'OHADA. J'ai travaillé avec Kéba Mbaye, le grand juriste africain, sur la vulgarisation et la promotion du droit OHADA de nombreuses années. J'ai vu pas mal de confrères ou d'avocats africains brillants qui ont fait de brillantes carrières. Ça a de leur donner des opportunités. Il y a 3 ans, je me suis mis sur ce dossier des enfants fantômes parce que j'ai rencontré une personne formidable, Maître Abdoulaye Arissou, qui est co-auteur d'un ouvrage intitulé Les enfants fantômes, paru chez Albert Michel et préfacé par Robert Badinter, qu'on ne représente plus. Et puis, bien sûr, un de ses homologues sénégalais, Amadou Moustapha Ndiaye. Et je suis allé les voir, je leur ai dit, écoutez, ça ne peut plus durer. Vous avez fait un ouvrage, mais je ne vois pas encore les effets sur le continent africain. Créons une structure, mettons en place une fondation abritée. Aujourd'hui, notre fondation est abritée par la Fondation Roi Baudouin, à l'instar du fonds du docteur Mukwege. Nous, ce qu'on souhaite, c'est de créer une grande fondation africaine, de l'installer sur le continent africain, pour justement travailler et mobiliser la philanthropie africaine, mobiliser les entreprises africaines, mais bien au-delà des entreprises, bien sûr, occidentales, pour que tous ensemble, on converge vers la résolution de ce fléau. André Franck, merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien du jour. Comme vous le savez, pour rester informé, il suffit de suivre Télé Sud. Moi, je vous retrouve très vite pour un nouvel entretien du jour. Bonne journée à tous, à très bientôt.